Je me nomme Claude Stemfli, je ne suis pas basque et je ne parle pas basque, mais je vis à Saint-Jean-de-Luz depuis quelques années. Et donc, je vais d'abord vous présenter les auteurs de l'édition originale de ce livre, soit la nouvelliste américaine qui en a écrit le texte, Catherine Waldo Douglas, née en 1870 à Tarrytown, dans l'État de New York, descendante de personnages marquants de la fondation des États-Unis. Et celui qui a produit les belles illustrations qui se trouvent dans ce livre, son mari, l'artiste peintre anglais Arthur Romilly Fedden, né en 1875 à Stoke Bishop dans Gloucestershire, issu d'une riche famille entrepreneuriale de la région de Bristol. Le livre original en anglais avait été publié en 1921 à Londres et à New York sous le titre The Basque Country. Je voudrais partager un peu avec vous ce qui nous a tout de suite fascinés dans cette histoire, le parcours de vie si riche de deux artistes du début du XXe siècle. Laissez-moi vous résumer les moments clés de cette vie en vous laissant le soin d'en apprendre plus en parcourant la biographie qui se trouve à la fin du livre. Romilly Fedden montre très tôt des talents artistiques et suit des formations dans des écoles de peinture réputées en France et en Angleterre. Il se consacre surtout à l'aquarelle et au dessin au crayon et se fait vite remarquer. Catherine Fedden, quant à elle, publie plusieurs nouvelles et traductions à partir de 1912. En décembre 1907, Arthur Romilly Fedden a épousé Catherine Waldo Douglas à Londres. Ils ont passé leur voyage de noces en Italie, notamment à Capri, dont le récit charmant et illustré est publié dans un magazine d'art international. Ils vivent quelque temps en Angleterre, où en 1908 naît leur unique fils, Robin. Ce qui a d'emblée captivé notre attention, c'est le goût des voyages du couple, au cours desquels Romilly dessine et peint. La notoriété grandissante de l'artiste va l'amener à présenter des expositions de ses œuvres dans des galeries et salons prestigieux à Venise, Munich, Paris, sur la Côte d'Azur, New York et dans plusieurs villes d'Angleterre, Londres bien sûr, où seront exposés sur plusieurs années plus de 600 de ses peintures et dessins. Ces événements sont relayés par la presse internationale et les critiques sont élogieuses, reconnaissant Romilly comme un des meilleurs aquarellistes de son temps. Le triste épisode de la guerre 14-18 met leur vie artistique entre parenthèses. Romilly est engagé dans les troupes britanniques stationnées sur le front du nord de la France et Catherine s'active auprès des blessés à Londres, engagement pour lequel elle sera décorée. Romilly entamera la rédaction de 2 livres qui seront publiés après-guerre. En 1921, il s'installe dans une maison qui leur ressemble, près de Paris, dans une boucle de la Seine. Mais c'est le printemps 1919 qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, cet intermède où le couple, sans doute pour récupérer des affres de la guerre et pour échapper au froid qui apparemment régnait à ce moment-là sur le nord de l'Europe, va entreprendre ce périple en terre basque. Ils y trouvent matière à satisfaire leurs besoins de découverte. Catherine va noter ses impressions dans un carnet de voyage et Romilly va esquisser dessins et aquarelles illustrant leur parcours. Mais je vais revenir là-dessus tout de suite après. Les années d'après-guerre les verront à nouveau sillonner l'Europe et l'Amérique du Nord. À noter que Romilly a un amour particulier pour la Bretagne, où il aime pratiquer son hobby, la pêche à la mouche. On peut dire qu'ils font partie un peu des people de cette époque. Et la presse les cite régulièrement, comme par exemple Romilly au vernissage d'une galerie à New York ou à Montréal, Catherine présentant son dernier livre à l'American Women's Club à Paris, au Portugal en 1935-36, où il passe l'hiver en compagnie d'artistes et de personnalités mondaines de l'époque. En mars 1939, il se trouve à bord du train Sud Express remontant de Madrid vers la France. Le train déraille, pas loin de la frontière, faisant plusieurs morts et blessés. Et c'est là que se termine tragiquement leur vie si exaltante. Catherine et Romilly décéderont peu après des suites de leurs blessures. C'est ainsi que, depuis, leur dernière demeure se trouve dans ce cimetière à Saint-Jean-de-Luz, une tombe oubliée,
mais qui avait été remarqué en 2021 par un membre de l'association Gilsari. À l'époque, ils n'avaient pu qu'à peine déchiffrer leur nom et une épitaphe. Toutefois, les premières recherches lui ont permis de trouver qui était enterré là et que ce couple avait publié un livre inédit sur le Pays basque, ouvrage dont il s'est alors procuré un exemplaire original en anglais. Cette première initiative nous a entraînés très vite, nous, les membres du comité qui avaient alors été formés, dans un enchaînement d'événements se succédant jusqu'à aujourd'hui. Des recherches approfondies nous amenant chaque étape à mieux connaître ces deux personnalités si attachantes et découvrir leur œuvre, en particulier l'abondante production picturale de Romilly. La fascination qu'a rapidement exercée sur les membres de Basque Country et leurs auteurs, en découvrant le texte au fur et à mesure de l'avancement des traductions par des membres bénévoles de l'association. Le bonheur de faire connaissance de leurs deux petites filles vivantes, l'une en France, l'autre à Londres, et la réhabilitation de la tombe. Leur vie si romantique, pourrait-on dire, dont le passage en terre basque n'aurait été qu'un épisode s'ils n'avaient eu l'idée d'en faire un livre, nous a enchantés, voire fascinés, et c'est pourquoi nous avons mis tout en œuvre pour aboutir au partage de cette admiration avec nos futurs lecteurs. Après une finalisation des traductions, après de nombreuses relectures et corrections, ces efforts nous ont finalement amenés en novembre 2025 à la publication par les éditions Kilika à Bayonne de Pays basque, Carnet de voyage, printemps 1919, que nous vous présentons aujourd'hui. C'est, vous l'avez compris, un travail d'équipe où chacun a amené sa pierre à l'édifice. L'attrait particulier de ce livre, sortant des sentiers battus, est d'être un peu guide de voyage, un peu recueil d'histoires et de légendes, et par-dessus tout, une ode au Pays basque, une galerie de portraits bien typés, tout cela dans une prose imagée traduisant bien le texte original de Catherine, essaimé de citations et superbement agrémenté par les reproductions des dessins et aquarelles de Romilly. D'entrée, l'auteur met en évidence le propre de l'âme basque, profondément ancré dans ses racines, dans sa langue et dans ses lois séculaires. Elle rappelle régulièrement le rôle de Lecce, la ferme, la maison, le noyau familial, sans oublier la place importante de la femme dans cette société. Elle sait truffer son récit d'anecdotes joliment amenées. Ne cite-t-elle pas, à propos d'une polémique entre Basques et Romains, il y a fort longtemps, sur le sujet des dieux que les premiers devaient vénérer, cette réponse des Basques: pour montrer notre bonne volonté, nous sommes prêts à admettre qu'il y a des déesses sur terre et à les adorer. Quelles sont ces déesses privilégiées, demandèrent les Romains. Nos femmes, si elles le permettent. Savourons ensemble un brin de nostalgie, si vous le voulez bien. Catherine et Romilly voyagent donc dans le Pays basque et le Béarn au printemps 1919, où ils bénéficient, au dire de Catherine, d'un temps exceptionnellement chaud. De Bayonne, ils commencent par longer la côte, s'attardant dans ces cités si riches en histoire, telles Saint-Jean-de-Luz, pour ne citer qu'elles. Au passage, vous reconnaîtrez ces châteaux et palais, ces personnages régnants qui y sont passés, leurs épouses et leurs suites, tous superbes de panache, souvent comploteurs, mais ayant marqué à jamais ce territoire. Tout comme corsaires et baleiniers ont contribué à sa richesse. La narratrice sait, fort à propos, incorporer à son texte ces tranches de la petite comme de la grande histoire. Découvrez par exemple au chapitre 3 comment Bayonne fut en 1575 le théâtre des prémices d'un sinistre complot ayant abouti à l'un des plus tristes épisodes de l'histoire de France. Dans le labour, les fermes, les églises, le jeu de cache-cache des douaniers et des contrebandiers, tout comme la majestueuse mythique rune, telle que les décrit Catherine et que Romilly les peint, sont l'expression d'un regard inédit de deux étrangers sur ce territoire encore peu connu. Traversant la Bidassoa pour un bref passage sur sol espagnol, la narratrice souligne le cadre historique de cette frontière naturelle en relatant un épisode parmi d'autres. Je la cite. «
Le grand peintre dressa ici une tente inimaginable, sublime avec ses dorures, somptueuse avec ses tapisseries inestimables. Magnifique, c'est certain, quand elle fut occupée par les splendides silhouettes des acteurs principaux, parmi lesquels on distingue Velázquez lui-même. À vous de découvrir qui sont ces autres acteurs. Arrivant en Béarn, son récit, une fois de plus, vous projette en d'autres temps. Je cite ce fait à la fois histoire et légende que l'auteur vous rapporte dans le détail. En 1170, Sancy, veuve de Gaston V de Béarn, fut soumise à l'ordalie de l'eau. Quel fut son sort? Vous le découvrirez au chapitre 11. La traversée de ces beaux paysages au printemps 1919, les lieux visités avec leur caractère propre, inspirent à Catherine une prose colorée, voire un certain lyrisme. Les coutumes et traditions, en particulier dans les vallées pyrénéennes, les marchés, les gens en général dans leur vie quotidienne, interpellent la narratrice, l'étonnent parfois, telle sa découverte du jeu de la pelote qu'elle décrit avec force détail. Les rencontres impromptues le long du chemin sont souvent l'occasion de moments délicieux que l'auteur partage avec vous, tel l'épisode désopilant du chien de Montori ou la course-poursuite avec les vaches. Empruntant ensuite le chemin de Compostelle, où, comme l'écrit Catherine, pastorales et légendes chantent le courage des paladins de Charlemagne, nos voyageurs vivent quelques expériences plus intenses, voire effrayantes, où se mêlent croyances et mystères. À vous de découvrir, par exemple, quelle curieuse panacée est proposée par le maître d'école pour déjouer un sort jeté sur un enfant. Tout au long du récit, Catherine vous fera découvrir ou redécouvrir des lieux et patrimoines un peu oubliés, cachés, telles ces nombreuses petites chapelles. Nous espérons que le naturel et l'authenticité des textes vous inviteront, vous aussi, à jeter un œil nouveau sur ce petit pays et sur leurs habitants. Nous souhaitons qu'à la découverte des divers chapitres de ce récit de voyage à une autre époque, que, comme nous, vous vous laissiez entraîner dans leur sillage. En vous appropriant ce livre, vous achetez un billet pour un voyage inattendu et intemporel. Bonne lecture d'ores et déjà. Merci.